ça n'arrête pas. Écoutez, les urnes, même électroniques, ont parlé avec une participation particulièrement élevée. Je pense que plus de 11 000 votants représente un des plus gros, peut-être la plus grosse participation, y compris lorsqu'il y avait jusqu'à 7 candidats pour la présidence de l'AMF dans les années 90, et avec un score à l'arrivée qui est un score net et qui, pour nous, est une invitation à l'exigence de travailler au service de tous les maires. La ligne qui a été choisie est une ligne claire. C'est la ligne de l'indépendance de l'AMF, c'est la ligne du respect de la vocation même de l'AMF, celle de défendre les libertés locales et l'intérêt communal en transcendant les clivages partisans, géographiques, économiques et démographiques. Je m'attacherai à travailler dans cet esprit-là, en associant bien sûr tous les maires qui le souhaitent et qui sont volontaires, et en associant bien sûr au sein des instances dirigeantes, comité directeur et bureau, les représentants des deux équipes pour que nous n'en fassions qu'une, celle de l'équipe de l'AMF. C'est dans cet esprit-là que nous allons travailler. Je le travaillerai comme j'ai toujours fait, à Cannes ou ailleurs, dans un esprit d'intérêt général, en recherchant toujours le bien commun, en ayant des objectifs, ceux qui figurent dans le projet que nous avons proposé avec André Léniel, et en faisant en sorte que chacun y ait sa place, à condition de jouer collectif aussi, et de ne pas laisser prospérer des manœuvres de division ou d'affaiblissement de l'institution qu'est l'AMF. Permettrait d'avoir une pensée extrêmement reconnaissante à François Baroin, qui m'a accordé sa confiance, la confiance d'une personnalité. De la dimension de François Baroin, ce n'est pas rien. Il l'a fait en connaissant mon implication dans l'AMF, ma passion de l'AMF et des communes et de ma commune de Cannes. Il l'a fait aussi en connaissant mon indépendance d'esprit, ma personnalité, que certains d'entre vous connaissent, d'autres pas encore. Et ce qui prouve aussi sa liberté d'être. C'était un choix qui correspondait à ce qu'il pensait être l'intérêt de l'AMF. J'ai une pensée bien sûr émue, celle-là, pour Jacques Pélissard, qui nous accompagne depuis hier dans nos travaux et qui m'a apporté son soutien ardent, non seulement dans le courant de cette campagne pour l'AMF, mais depuis très longtemps, lorsqu'il m'avait recruté il y a plus de 25 ans, et que c'était la première fois de ma vie que je rencontrais un député-maire, dans un univers qui n'était pas le mien, et qu'il m'a donné confiance en moi. J'étais encore un jeune homme à l'époque, et qui m'a permis d'aborder la vie avec la volonté d'avancer. J'ai une pensée pour les Cannois, ça vous paraît peut-être étrange, mais si nous sommes ici avec vous, c'est parce que nous sommes mandatés par des habitants qui nous demandent de nous occuper de nos communes et de défendre les communes. C'est la base de tout. Et je fais confiance et je veux remercier les Cannois dans cette ville complexe, compliquée, rayonnante, mais aussi traversée, vous le savez, je l'ai toujours dit depuis des années et des années, par comme toutes les villes françaises, des mouvements de violence, de séparation, une ville de contraste, et dans laquelle j'exprime ma volonté de servir l'intérêt général, dans une ville qui était divisée et qui est aujourd'hui unifiée, pourvu que ça dure, et pacifiée, comme l'ont révélé tous les derniers résultats électoraux à Cannes, où tout le monde travaille dans la même direction. Je veux dire à André Léniel que je suis heureux que nous menions ce combat. André Léniel, n'en déplaise à ceux qui voudraient voir en lui un combattant, comment dire, non pas extrême, mais ardent au sein de l'AMF, à quel point, depuis que nous nous connaissons, notamment au comité des finances locales qu'il préside et dont je suis le vice-président, j'ai toujours trouvé une personne engagée, comme je peux l'être, comme d'autres peuvent l'être, mais totalement au service de la cause des communes. André Léniel est compétent, il est éloquent, il est indépendant. Et c'est une chance pour les communes de France. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, ce que je voulais dire à chaud après cette élection. Et nous serons directement et très rapidement au travail. Les enjeux des prochaines années sont extrêmement intenses pour nos communes. Comment les revitaliser?
Comment retrouver de la simplicité dans l'organisation des pouvoirs publics? Thème qui est presque un marronnier. Comment faire en sorte qu'on ne soit pas dans une relation de quémandeur ou de défensif vis-à-vis de l'État, mais de partenaire et que l'on soit respecté? Comment construire un partenariat loyal avec l'exécutif, quelles que soient les personnalités à la tête de l'exécutif, et que chacun comprenne que la France retrouvera de la cohésion sociale, retrouvera de l'unité nationale, retrouvera de la prospérité par des initiatives locales et par la capacité de décision locale dans l'esprit de la République française. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez témoigné pour cette élection. J'étais étonné d'ailleurs de voir tout d'un coup pas pour ça, certains sont des piliers de l'AMF et des collectivités territoriales en général. D'autres médias se sont intéressés à l'élection. Je suis sûr que c'est pour des bonnes raisons. C'est pour s'intéresser techniquement à la façon dont nous arriverons à concilier la non-artificialisation des sols, mais le développement des communes rurales. Façon dont nous arriverons à faire en sorte que nous puissions répondre aux objectifs de logements sociaux tout en desserrant l'étau administratif qui ne tient pas assez compte des contraintes territoriales. Façon dont nous arriverons à simplifier cette articulation entre PLU, PADD, SRADET, SCOT, DTA, plan climat-énergie. J'ai eu peu de questions sur ces points-là, mais je sais que ça va venir dans les prochaines heures. Et par anticipation, je voulais vous en savoir gré parce que c'est vraiment d'intérêt général et c'est là que se joue la performance publique. En tout cas, l'AMF, plus que jamais, s'attachera à être libre, indépendante, respectueuse de chaque collectivité, de chaque mairie, à la recherche de la performance publique et de l'unité républicaine. Merci à vous. Quelques mots simplement en complément du propos de David. Nous avons formé une équipe. Nous sommes allés à la rencontre des maires de France et nous avons mené une campagne digne, qui jamais ne s'est opposée à ceux qui pouvaient être dans d'autres dispositions, mais qui ont voulu tout au long de cette campagne être positifs. Être positifs parce que notre combat était essentiel, nous semble-t-il, pas seulement à l'Association des maires de France, mais à la démocratie représentative de notre pays. Nous avons pris à témoin, nous avons dit combien il nous paraissait essentiel qu'une institution comme l'Association des maires de France reste indépendante, forte des convictions de l'ensemble des maires de France, et les portant avec vigueur, mais avec sérieux, en toutes circonstances. Nous avons ensemble décidé de faire équipe pendant cette campagne, mais vous l'aurez compris, pendant toute la durée du mandat qui est le nôtre. C'est ensemble parce que nous représentons la diversité de l'Association des maires de France que nous mènerons les débats. Les débats avec les maires, mais aussi les débats avec le pays. Et nous aurons à nous exprimer dans les grandes échéances qui sont devant nous, pour proposer, pour interpeller, et si possible, pour influer. La France a besoin d'un nouveau souffle en matière de démocratie, et en particulier en matière de démocratie locale. Nous serons les porteurs de cette volonté d'aération de la démocratie, de cette volonté de mieux prendre en compte ce que nos concitoyens attendent des femmes et des hommes politiques de notre pays. Nous sommes aujourd'hui, nous les maires de France, les mieux reconnus, les plus appréciés. Mais cela n'est pas un but en soi. Le but en soi, c'est qu'à travers cette appréciation, à travers cette confiance qui est placée dans les maires de France, nous puissions faire évoluer les mentalités, faire évoluer la législation, faire évoluer ce qui va vers plus de liberté et plus de progrès. Alors oui, très simplement, nous sommes déjà à la tâche. Nous l'avons été depuis plusieurs semaines. Nous allons l'être encore plus. David représente, j'allais dire, le renouvellement. Vous me pardonnerez de représenter l'expérience, mais je ne pense pas que le mariage de l'expérience et du renouveau soit un mauvais mariage. Je crois au contraire qu'il est porteur des fruits que nous allons, les uns et les autres, permettre à l'ensemble de nos collègues maires de cueillir.
marié, je ne sais pas si on va faire des gosses. Si certains ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Ça dépend de la question, non, allez-y. Un micro. Oui, bonjour. Guy Lemay pour la lettre Habitat et collectivités locales. J'ai beaucoup apprécié que vous ayez évoqué la question du logement social dans vos projets, monsieur le nouveau président de l'AMF. Ce congrès n'a quasiment pas abordé la question du logement. Et franchement, en tant qu'observateur attentif, on ne peut pas dire que l'AMF, ces dernières années, ait vraiment enfourché ce cheval de bataille. Est-ce que vous envisagez un changement sur ce thème, et notamment à l'occasion des prochaines échéances électorales ? Alors, je vous trouve un peu sévère avec votre jugement parce que il y a une commission qui a travaillé sur le logement et qui a produit un certain nombre de réflexions. Et lorsque, par exemple, au détour de la loi 3DS, le Sénat apporte cette notion pertinente de contrat territorial entre l'État et les collectivités pour à la fois garder une ambition en matière de construction de logements sociaux, mais sortir de l'étau infernal dans certains territoires. Je me mets à parler territoire au pluriel, là il faut que je me corrige, dans certaines localités, avec une rareté du foncier et une loi SRU qui amplifie l'incapacité du marché à répondre aux besoins des classes moyennes. Si le Sénat a fait ces propositions-là, c'est aussi parce que l'AMF produit des propositions. Et c'est un thème extrêmement sensible, compliqué, parce qu'il y a d'énormes disparités territoriales. Et d'une part et d'autre part parce que les convictions pour le coup partisanes elles sont parfois opposées. Et nous, notre job, c'est de trouver le dénominateur commun, le multiplicateur commun. Mais considérer que les transports, le logement, la décarbonation de l'économie sont des sujets sur lesquels l'AMF sera particulièrement proactive, en sachant que l'AMF, ce n'est pas le législateur, ce n'est pas non plus l'État. Hein. L'AMF, c'est la défense des communes. Nous demandons quand même que les communes disposent de la compétence, d'une compétence logement, ce qui permettrait de façon pleine et entière de répondre aux spécificités locales. Donc le logement est évoqué, y compris dans ces travaux, et évoqué au sein de l'AMF avec des élus qui sont très impliqués. Eh bien, on va encore plus travailler sur ce thème et le rendre encore plus lisible. Ce qui me rend optimiste sur la capacité de l'AMF de produire des propositions sur ce thème, c'est qu'il y a beaucoup moins de divergences idéologiques que dans le passé. Le pragmatisme qui est la marque des maires prévaut de plus en plus, y compris dans les discussions internes. Oui, à votre gauche. Monsieur le Président. J'avais André Léniel à ma droite et vous sur ma gauche, donc je ne sais pas comment l'interpréter, je vous en prie. On ne va pas parler de mon positionnement politique de citoyen. Je vous taquine. Monsieur le Président, César Armand, la Tribune, journal économique s'il en est. Comment le bureau et vous-même allez travailler avec les fédérations professionnelles, vu que, comme disait André Léniel hier, vous n'êtes pas assis sur un matelas d'or et qu'il va falloir relancer l'investissement dans le bloc local? C'est une question. L'AMF, elle est là pour défendre ses projets d'aménagement et de développement, et dans le respect du Code des marchés publics. On saura dire aux fédérations professionnelles qu'elles doivent organiser la fluidité de leur filière et lutter contre les effets d'inflation immédiat qui plombent nombre de marchés publics. On saura aussi en amont travailler pour que les capacités d'autofinancement des communes, qui représente 65% de l'investissement public en France, le bloc communal, ne soit plus rogné par des surprélèvements de l'État. Mettez ce que vous voulez là-dedans, on peut le développer longuement avec André Léniel, comme on l'a constaté depuis une douzaine d'années, en se rappelant que les communes n'empruntent que pour leur investissement et pas pour leur fonctionnement, contrairement à l'État. Donc voilà, nous serons en dialogue avec les fédérations professionnelles, mais nous représentons les habitants. Les fédérations professionnelles représentent leurs entreprises. Le pays a besoin des deux. Je ne peux pas répondre plus précisément à cela. Bonjour. Vous m'entendez? Bastien Auger pour TF1 LCI. C'est donc vous, demain, qui serez chargé d'accueillir le chef de l'État. Quel est le message que vous allez vouloir lui adresser? Est-ce qu'aujourd'hui, vous jugez que les relations entre les communes et le chef de l'État et le gouvernement de Jean Castex vont mieux que le début du quinquennat? Oui. Elles vont mieux.
ça ne pouvait pas aller plus mal. On accueillera le chef de l'État comme on doit accueillir le chef de l'État, avec respect et avec le souci du respect mutuel et réciproque, quel que soit le chef de l'État. Je n'ai pas l'expérience d'André Léniel, mais je n'ai pas non plus la fraîcheur qu'il me prête. J'ai connu des congrès depuis 20 ans, puisque je n'ai pas loupé un congrès depuis 25 ans, où le chef de l'État, le président de la République, était bien plus tensé que ne le fut Emmanuel Macron en 2017. Bien plus. Et pourtant, nous avons connu en début de quinquennat, après une période déjà difficile de prélèvement dans l'ADGF, qui est un argent qui appartient aux collectivités, de même que l'argent qui a servi au Covid, cher Paul Roger, appartient aux collectivités. C'est pas paradoxal. Ça appartient, voilà. Et donc, lorsqu'une compétence est assumée de façon pleine et entière par l'État, il est du devoir des représentants des contribuables locaux de rappeler que l'État, dont nous sommes aussi partie prenante, doit assumer sa compétence. C'est absolument pas paradoxal. Il doit moins s'occuper de ce que l'on fait nous et plus s'occuper de ce qui lui revient. Et donc, pour répondre à votre question, il y a eu ces derniers mois, ces dernières années, depuis les Gilets jaunes, comment dire, au moins dans les mots et dans certaines dispositions, une volonté de mieux respecter, je pense, les communes. Est-ce que c'est de l'affichage? Est-ce que c'est de la sincérité? Ça, personne ne le saura jamais. Dans les faits, les provocations ont été moins nombreuses. On n'est plus dans balance ton maire, si vous voulez. Mais ce que l'on constate, c'est que, y compris les textes de loi comme 3DS, sont une somme de dispositions un peu patchwork, dont certaines vont dans le bon sens de l'optimisation de l'organisation des pouvoirs publics, mais dont d'autres marquent en fait à nouveau une recentralisation. Et Antidhypothèse ne correspond pas du tout au souffle décentralisateur dont notre pays a besoin pour retrouver une ambition et pour desserrer la pression, d'ailleurs, qui s'abat sur l'État. Quand on centralise tout, le pouvoir, on centralise aussi tous les mécontentements et on décourage l'initiative. Si ce système fonctionnait, d'autres régimes que connaît mieux André Léniel que moi par idéologie fonctionneraient encore. Ce n'est plus le cas. Vous verrez qu'on fera un bon duo tous les deux. Hein. On le faisait déjà. On a tendance à se taquiner de temps en temps. Donc voilà, au moment où je vous parle, j'apprends, enfin j'ai appris ce matin que ce que le Sénat, de façon très raisonnable, avait proposé pour que les maires disposent de leur pouvoir d'urbanisme et produisent un accord, un avis conforme en matière d'installation sur les éoliennes, a été refusé par la majorité parlementaire, la majorité de l'Assemblée nationale, qui, comme chacun le sait, est totalement dépendante de l'exécutif. Donc, les discours sont beaucoup plus flatteurs à l'égard des maires. Nous avons vu que les maires, comme les préfets, apprenaient a posteriori un certain nombre de décisions, y compris pendant la crise Covid, donc ce qui nuance un peu ces discours. Je crois que le rôle de l'AMF, c'est d'être vigilante, de défendre la vision de la liberté communale, mais d'être un partenaire loyal de l'État. Et c'est ce que je dirais demain au président de la République, c'est que, quel que soit le président de la République, il peut compter sur une AMF loyale. La condition de la loyauté, c'est la liberté, évidemment. J'ajouterai simplement que, comme à la fin de chaque congrès de l'Association des maires de France, sera présentée la résolution de l'Association des maires de France en présence du président de la République. Et donc, nos grands objectifs, nos grandes orientations seront évoqués devant lui. Il lui reviendra, bien entendu, d'en faire le bon usage qu'il souhaitera. Oui, Patrick Roger, Le Monde. Vous avez indiqué, vous allez interpeller les candidats à l'élection présidentielle, comme l'AMF le fait assez traditionnellement. Un de vos combats majeurs ces dernières années était la lutte contre la suppression, pour aller vite, je sais que ce n'est pas une suppression, de la taxe d'habitation. Vous préférez parler de nationalisation de la taxe d'habitation. Est-ce que vous allez réclamer aux candidats
à l'élection présidentielle le rétablissement de la maîtrise aux maires et aux présidents d'interco de la taxe d'habitation. Est-ce que vous allez réclamer la création d'un nouvel impôt citoyen qui recrée un lien entre le citoyen et l'administration, ou est-ce que vous allez réclamer une remise à plat globale de la fiscalité locale? Alors d'abord, nous verrons ce que décide le bureau et le comité directeur en l'occurrence, mais moi, ma position, c'est qu'on est au bout du bout d'un système qui ne fonctionne plus. Et nous sommes d'accord là-dessus avec André Léniel, et je sais que nous sommes d'accord, enfin je crois avec tout le monde à l'AMF, y compris Philippe Laurent, hein, je ne veux pas parler en son absence, mais on en a souvent parlé ensemble. Et donc en l'occurrence, il ne s'agit pas de demander un impôt. La France a tout ce qu'il faut en la matière quantitativement. Nous avons le record de l'OCDE des prélèvements obligatoires, impôts et charges. Ce que nous devons demander, c'est de l'efficacité publique. Et c'est du renouveau civique. Le renouveau civique, l'efficacité publique et la capacité de décider localement ne pourra se faire qu'avec une remise à plat profonde du système fiscal local et national, qui sont profondément liés. Et que pour chaque strate, il y ait une fiscalité pertinente, et pour les communes, une fiscalité de résidence. C'est absolument indispensable, parce que c'est la source de l'efficacité, de la responsabilité, du lien civique et de la sobriété fiscale. Et de la sobriété également dans l'affectation des deniers publics, puisque vous rendez des comptes à vos citoyens électeurs qui sont aussi contribuables. Donc ces principes-là, qui ont été bafoués, ce n'est pas nouveau, hein. C'est depuis, je dis 12 ans, même c'est encore plus ancien, doivent être retrouvés, et je pense que nous proposerons de façon claire des axes de travail en la matière. Ce sont des questions très compliquées, et que bien sûr ensuite, rappelant à l'État, dont nous sommes tous, je le répète, une petite parcelle, qu'il est là pour assurer la justice, l'équité et la péréquation verticale au profit de l'égalité territoriale. Oui, simplement pour répondre, mais vous connaissez déjà la réponse, parce que c'est un débat qu'on a souvent eu. Je veux dire, aujourd'hui, l'autonomie financière n'existe quasiment plus et l'autonomie fiscale a presque totalement disparu. Et donc il est clair dans nos propositions, comme nous l'avons déjà dit antérieurement et nous le répéterons, que nous souhaitons une modification, y compris constitutionnelle, pour que puisse être réellement garantie l'autonomie financière et fiscale. Mais si on veut que l'autonomie financière et fiscale puisse être garantie, encore faut-il bien entendu se réinterroger sur le système fiscal existant aujourd'hui, qui est en capilotade, disons-le tel que c'est. Et ce que vient de dire à l'instant David est la position constante de l'AMF. Il faut qu'il y ait un impôt clair par niveau et que celui-ci soit totalement lisible par le citoyen. Aujourd'hui, le citoyen ne sait absolument plus à quoi rime tel ou tel impôt quand il en reste, ou telle compensation d'impôt dont il n'a plus strictement aucune idée de l'origine. Donc il faut bien entendu une réforme profonde. Ça ne peut pas se faire simplement en disant ah, on va faire de l'impôt supplémentaire. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, à partir d'une masse existante, que soient répartis de manière claire, de manière juste, de manière péréquée, les moyens des collectivités territoriales. C'est cela l'enjeu, ce sur quoi nous avons déjà beaucoup travaillé, et ça fera partie à l'évidence, parce que ça a été notre corpus jusque-là de manière constante, des propositions qui seront à faire. Bien entendu, elles s'enrichiront, il y en aura beaucoup d'autres. Nous travaillerons éventuellement, et ce n'est pas éventuellement, nous travaillerons avec nos partenaires de Territoires Unis, c'est-à-dire les régions et les départements, car nous pensons, en ce qui nous concerne, que c'est aussi ce front uni qui permettra sans doute de mieux peser et de mieux faire avancer un certain nombre d'idées pour la modernisation de la France. Jacques Paquet, du Journal du Grand Paris. La loi NOTRe est souvent considérée par les élus eux-mêmes comme ayant apporté de la complexité à la complexité, et les représentants des milieux économiques demandent souvent une simplification, constatant qu'il y a un enchevêtrement de niveaux de collectivité. Quelle serait, selon vous, sans rentrer dans trop de détails, la bonne répartition, la bonne clé de répartition entre les compétences des différentes collectivités? Je pense singulièrement dans le couple que forment les communes et leurs intercommunalités. Très rapide, c'est-à-dire que l'intercommunalité ne doit pas être une supracommunalité. Donc l'intercommunalité est évidemment un système pertinent quand il est choisi et quand il est un système de coopération. Donc d'économie d'échelle
et de solidarité et de performance locale. Tout l'enjeu est là. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase qui doit nous permettre précisément, maintenant que les intercommunalités sont structurées, de faire en sorte que certains grands ensembles ne diluent pas la capacité d'un maire de rendre des comptes à ses habitants. Donc c'est oui une intercommunalité choisie, et une intercommunalité, je le répète, de coopération et non pas une supracommunalité. Je peux poser la dernière question. Daniel Licata, RCL. Quel est votre premier chantier, celui qui va vous caractériser? Le mien. Bon, écoutez, premier chantier, c'est dans le projet que nous avons diffusé avec André Léniel. Ça va être effectivement de trouver, d'essayer de mieux faire entendre la voix des maires, et notamment les maires de la ruralité, dans l'élaboration des textes d'organisation des pouvoirs publics, qu'ils soient législatifs ou réglementaires. Je crois qu'il est temps de faire comprendre, je ne parle pas d'état profond, je déteste cette expression, mais à ceux qui assurent une certaine permanence conformiste de la conception des textes, que s'il n'y a pas de maire quelque part, qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il s'il n'y a plus de maires, d'adjoints et de conseillers municipaux dans les 17 000 communes de moins de 500 habitants? Il n'y aura personne. Il y aura au départ, à la place d'avoir des maires choisis, il y aura des fonctionnaires subis. Et ces fonctionnaires subis, progressivement, seront recentralisés vers des bourgs-centres ou des villes-centres. Donc de montrer la modernité de l'engagement civique au sein des mairies. Et pour cela, il faut que les textes d'application fassent en sorte, et ça rejoint la question sur la fiscalité, qui est une grande question, la question également sur l'articulation entre communes et blocs communal, de faire en sorte que le maire puisse être décisionnaire et rendre des comptes. Après, vous savez ce que je vais faire ma mairie, elle me prend beaucoup de temps. Hein, l'AMF, vous savez, c'est une fonction associative, c'est une fonction bénévole, hein, strictement, pour le Premier vice-président comme pour le président, je le rappelle à chaque fois. Mais ce que je vais faire dans les prochains jours, je ne pouvais pas le faire avant, je ne savais pas si je serais élu ou pas. Beaucoup d'entre vous m'annoncent une défaite ou un score très serré. Donc aujourd'hui, je constate que l'élection est là. Donc j'ai une responsabilité en essayant d'unifier l'AMF, d'éviter qu'il y ait trop de tensions et de veiller à la neutralité de l'AMF, ce qui n'empêche pas les engagements personnels, mais la neutralité de l'AMF jusqu'à la présidentielle. Je pense que ce sera plus facile après. Et de faire en sorte de travailler avec la formidable équipe de l'AMF, avec qui je bosse en tant que vice-président, directeur, etc. Mais voir comment on peut optimiser le fonctionnement de cette structure, comment on peut optimiser ses moyens, produire plus de services. Enfin, moi, comme je l'ai fait dans mes entreprises, dans mes commerces ou dans les collectivités qu'on a bien voulu me confier.